Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C Entre nous. Bonjour à toutes et à tous. Imaginons un instant la scène. On est en 2002. Le Pentagone organise un jeu de guerre virtuel, un truc absolument massif. Ouais, une simulation à plusieurs millions de dollars. C'est ça. Ça s'appelait Millennium Challenge. Donc d'un côté, on a l'armada américaine, la force navale la plus sophistiquée, la mieux équipée de l'histoire humaine, et de l'autre, une force ennemie censée représenter l'Iran. Et cette force ennemie, elle était commandée pour l'exercice par un général américain à la retraite, Paul Van Ripper. Exactement. Et là, c'est le choc total. Van Ripper, il n'utilise pas du tout les règles classiques. Il utilise des tactiques purement asymétriques. Genre des petites embarcations? Voilà, des nuées de tout petits bateaux rapides au lieu de gros navires de guerre. Et pour contourner la surveillance électronique haute technologie des Américains, il utilise des messagers à moto. Des motos, quoi, face à la première puissance mondiale. C'est fou, hein? Et le résultat, c'est que la force de Von Ripper parvient à envoyer la flotte américaine entière par le fond en l'espace de, 24 heures. 24 heures pour couler la marine américaine. C'est un désastre tactique absolu. Mais le plus fou, c'est la réaction du Pentagone. Face à ce désastre, qu'est-ce que fait la direction de l'exercice? Au lieu d'apprendre la leçon, de se dire qu'ils ont un problème de stratégie, eh ben ils suspendent la simulation. Ils ont carrément truqué les règles du jeu, en fait. C'est exactement ça. Ils ont ressuscité virtuellement leur navire et ils ont forcé le scénario pour obtenir une victoire américaine. C'est une anecdote qui est vraiment fascinante parce qu'elle illustre à la perfection cet aveuglement stratégique qui est vraiment au cœur des documents qu'on analyse aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de sources documentaires très denses. On parle de notes d'analyse, de discours, de témoignages de terrain. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, je pense qu'il est absolument crucial d'établir un cadre très clair pour notre public. Oui, vas-y, je t'en prie. Le matériel source qu'on va décortiquer aujourd'hui contient des prises de position géopolitiques qui sont extrêmement fortes. Très marqué, oui. Voilà, c'est une critique frontale et pour le coup très controversée de la politique étrangère américaine actuelle, surtout en ce qui concerne ses opérations au Moyen-Orient et sa relation avec l'État d'Israël. Et donc, il faut préciser à quiconque nous écoute que notre mission ici n'est en aucun cas de prendre parti. On n'est pas là pour dire « ils ont raison » ou « ils ont tort ». Exactement. On n'est pas là pour valider ces critiques ou pour les rejeter. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire la logique interne de ces textes, de comprendre en fait les mécanismes que les auteurs mettent en lumière. Pour résumer, on n'approuve rien, on décortique. Et le fil conducteur qui relie toutes ces sources, la grande question qui émerge de cette lecture, c'est de comprendre comment une politique étrangère qui est menée sans objectif défini peut finir par transformer, voire dévorer, la société civile et les fondations démocratiques de la nation qui la mène. C'est la grande thèse des documents. Alors, commençons par le premier constat des auteurs. Et il est assez brutal. C'est le moins qu'on puisse dire. La source affirme que les États-Unis seraient actuellement enlisés dans un conflit latent avec l'Iran, mais sans qu'aucun intérêt national concret ne puisse être identifié. Aucun plan clair. Rien. Les textes soulignent une absence totale de rationalité. Il n'y a pas de plan de match qui explique comment cette situation sécurise la vie du citoyen américain moyen. Et le coût de cette opération, écoute bien ça, selon les estimations de la source, ça tournerait autour d'1 milliard de dollars par jour. 1 milliard par jour. C'est faramineux, quoi. Pour faire une analogie, c'est comme un pilote d'avion de ligne qui déciderait de brûler toutes ses réserves de carburant pour monter de plus en plus haut juste pour éviter des turbulences. Tout en sachant qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage. Exactement. Sur le moment, tu voles au-dessus des nuages, tout va bien. Mais mécaniquement parlant, le crash devient la seule issue mathématique possible. Et ce qui rend cette mécanique de crash inévitable, selon l'argumentaire du texte, c'est la rhétorique qui accompagne cette escalade. Ouais. L'auteur illustre ce point en s'arrêtant sur des interventions médiatiques récentes. Il cite notamment celle du général à la retraite Keith Kellogg sur une grande chaîne d'information américaine. Fox News, il me semble. C'est ça. Et pour soi-disant sécuriser le détroit d'Ormuz, qui est un point de passage maritime clé, ce général appelle ni plus ni moins au déploiement de troupes au sol. Les fameuses bottes sur le terrain. Voilà. Et l'image qu'il utilise est frappante. Il se compare aux légions romaines. Il explique qu'à un moment donné, il faut occuper physiquement l'espace pour imposer sa volonté. Ce qui est une comparaison honnêtement glaçante quand on y pense 2 secondes. Complètement. Parce que, concrètement, déployer des troupes au sol en Iran,
Ça implique d'envoyer toute une génération s'embourber dans une géographie montagneuse qui est cauchemardesque, face à une population de quoi près de 100 millions de personnes. Avec un fort sentiment national en plus. Et lourdement armés. C'est vraiment l'antithèse d'une opération chirurgicale. Mais, attends, je vais me faire un peu l'avocat du diable ici. Vas-y. L'auteur affirme par ailleurs, dans les textes, que la diplomatie est la forme principale du pouvoir pour une grande nation. Seulement, face à des essaims de drones et des missiles balistiques, la diplomatie n'est-elle pas complètement inutile si elle n'est pas adossée à une menace militaire massive? Je veux dire, comment le texte justifie-t-il cette primauté de la diplomatie dans un contexte asymétrique? C'est une excellente question et c'est justement là que l'analyse des sources devient super fine. Ah ouais, Ouais. L'argument, ce n'est pas de dire que la force militaire est inutile. Ce que l'auteur explique, c'est le mécanisme de la crédibilité. d'accord. En fait, dans les cercles de pouvoir actuels, la diplomatie est souvent perçue comme une faiblesse, une posture un peu libérale et naïve, tu vois. Or, le document soutient que la diplomatie, c'est au contraire l'outil de domination le plus efficace. Parce que ça permet d'obtenir ce qu'on veut sans tirer un seul coup de fa. Exactement, c'est imposer ses termes. Mais pour que ça marche, il faut une crédibilité totale. Si une nation passe son temps à agir avec mauvaise foi, à contourner les traités ou à mentir, elle détruit ce capital diplomatique. Plus personne ne veut s'asseoir à la table des négociations. Et donc, par effet de vase communicant, si la voie diplomatique est morte, il ne reste plus qu'une seule option. La force brute, Et le piège se referme. c'est ça. Parce que comme la simulation du Millennium Challenge l'a prouvé en 2002, la force militaire conventionnelle est devenue hyper vulnérable. Ouais, face à des drones à bas coût. Voilà. Quand tu n'as plus que la force brute face à des adversaires qui ont des missiles précis et des nuées de drones, tes porte-avions à plusieurs milliards de dollars deviennent juste des cibles géantes. C'est clair. L'absence de diplomatie transforme une supériorité théorique en un piège mortel, et ça entraîne des pertes que l'opinion publique ne tolérera pas. Ce qui nous amène à la question centrale, et sans doute la plus épineuse posée par ces documents. Si cette guerre, si cette escalade n'a pas de sens pour les intérêts américains, qui tire les ficelles? Et c'est là que les textes avancent leur thèse la plus controversée. L'idée que cette dynamique serait en réalité pilotée par et pour les intérêts territoriaux d'un pays partenaire, l'État d'Israël. C'est vraiment le point d'inflexion majeur du matériel source. L'auteur pose comme postulat qu'il est purement et simplement impossible de désamorcer les tensions au Moyen-Orient sans, et je cite l'esprit du test, restreindre ce partenaire. Et pour étayer cette affirmation très lourde, les documents dissèquent plusieurs mécanismes récents. Il y a un exemple très détaillé qui concerne l'assassinat d'un haut dignitaire iranien. Un haut dignitaire religieux et militaire, oui. Et ce qui est fascinant, c'est la divergence totale des services de renseignement selon la source. D'un côté, la CIA américaine prenait une retenue maximale. Il disait que tuer cette figure ne créerait pas de démocratie spontanée. Mais de l'autre côté, le texte allègue que c'est le Mossad israélien qui aurait fourni les renseignements de ciblage. En promettant, eux, un changement de régime très rapide, l'auteur utilise ça pour montrer comment une influence extérieure supplante l'analyse nationale. Et le document va beaucoup plus loin. Il décrit ce qu'il perçoit comme une instrumentalisation de la protection américaine pour étendre des frontières. Oui, il parle d'infrastructures civiles détruites au Liban, les ponts sur le fleuve Litani. Voilà des destructions présentées sous le sceau de la sécurité, mais que la source interprète comme de l'expansion territoriale. Il y a aussi ce concept très fort dans les notes zotées, la stratégie de l'humiliation. Il cite l'ancien président du Parlement israélien, Avraham Burg. C'est une citation assez glaçante. Oui, il explique que la diplomatie employée ne chercherait pas le compromis. Le but recherché serait l'humiliation totale de l'adversaire, son écrasement psychologique. Et le texte couple ça avec des déclarations de l'ancien dirigeant Naftali Bennett, qui exigeait que l'Europe remercie Israël pour son combat. Ce que l'auteur trouve complètement ubuesque. Oui, puisque selon la source, ce conflit menace directement l'Europe d'une flambée des coûts énergétiques et d'une vague migratoire. Mais là encore, je fais une pause. Prenons un peu de recul. Bien sûr. Si on regarde l'histoire des alliances militaires, n'est-il pas courant, voire inévitable, que deux partenaires aient des agendas différents? Je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique et la Grande-Bretagne avaient des visions opposées sur l'Empire britannique. C'est vrai. Alors, pourquoi le texte présente-t-il cette divergence-là comme une anomalie si destructrice? Est-ce vraiment si inhabituel? Alors, si on suit la logique des notes, la différence réside dans le rapport de soumission. De soumission. Oui, l'auteur reconnaît qu'avoir des intérêts divergents, c'est naturel. Mais le problème survient quand une nation accepte de s'effacer totalement derrière l'agenda de l'autre partenaire. Au point d'accepter des choses contraires à ses valeurs.
Exactement. Le texte soutient qu'en laissant un partenaire dicter la marche à suivre, y compris le ciblage d'infrastructures civiles ou d'écoles qui font des victimes non combattantes, la superpuissance américaine sacrifie son capital immatériel. Sa hauteur morale, comme ils disent. Voilà la hauteur morale. Dans cette vision géopolitique, c'est la véritable arme secrète de l'Amérique sur l'échiquier mondial, pas juste les bombes nucléaires. C'est ce qui facilitait ses alliances, son soft power. C'est ça, en cautionnant cette brutalité, selon l'auteur, elle vide de sa substance ce pouvoir d'attraction. Et pendant que tous les regards, les milliards de dollars et l'attention diplomatique sont tournés vers le détroit d'Ormuz, que se passe-t-il sur le sol même de la superpuissance? C'est là qu'on arrive sur les conséquences internes. Et le tableau brossé par les sources est extrêmement sombre. On y décrit un déclin matériel spectaculaire. Il cite le pont de Baltimore, frappé par un cargo qui reste détruit sans être reconstruit. Il compare aussi les aéroports américains, qu'il juge délabrés, à la modernité de ceux de Mumbai en Inde. C'est quand même un symbole fort. Il y a aussi les grèves de la sécurité aéroportuaire de la TSA, faute de budget, la hausse du chômage. En fait, l'argent brûlé dans la guerre est soustrait du béton américain. C'est le théorème classique de l'empire surextendu, quoi. Quand je lisais cette partie, l'image qui m'est venue en tête, c'est celle d'un propriétaire d'immeuble. Ah oui. Ouais. Imagine le président d'un syndic de copropriété. Il passe ses journées à patrouiller dans le quartier, à s'immiscer dans les disputes des voisins, à vérifier que chaque pelouse est bien coupée. Il fait la police partout. Exactement. Il est tellement obsédé par ce rôle de gendarme qu'il ne remarque absolument pas que le toit de sa propre maison, juste au-dessus de sa tête, est en train de s'effondrer sur sa famille à cause de l'humidité. C'est une excellente métaphore. Toute l'énergie est aspirée vers l'extérieur. Voilà. Mais la source va encore plus loin. Cet effondrement n'est pas que matériel, il est institutionnel. Et ça, c'est peut-être l'avertissement le plus sombre. La menace sur les libertés civiles. Absolument. Le texte rappelle qu'en temps de guerre, les gouvernements s'habituent à s'arroger des pouvoirs d'exception impensables. Ils font un rappel historique sur Roosevelt en 1942. Ah oui, l'internement des Américains d'origine japonaise. C'est ça, 120 000 personnes enfermées dans des camps. Et il faut rappeler que les 2/3 d'entre eux étaient des citoyens nés sur le sol américain, qui n'avaient commis aucun crime. Juste par décret administratif au nom de la sécurité nationale. Et pour prouver que cette ombre de l'autoritarisme plane encore aujourd'hui, la source s'appuie sur un fait divers moderne hyper révélateur. L'histoire du shérif du Michigan. Ouais, un shérif qui abuse de ses pouvoirs pour faire arrêter un citoyen vivant dans un autre État. Et pourquoi? Juste pour avoir publié une image humoristique sur Internet. Un mème qui se moquait du shérif, oui. Et ça a été justifié sous le couvert de la lutte contre les discours de haine. L'auteur souligne le glissement sémantique. Le discours de haine devient juste le discours que le pouvoir déteste. Exactement. Et l'ultime étape de cet autoritarisme décrit par l'auteur, c'est la menace d'une conscription, le fameux draft. Obliger des jeunes à aller mourir pour une guerre étrangère impopulaire, la source qualifie ça de définition même de la tyrannie. Et pour incarner cette absurdité, vue de l'intérieur de l'armée, les documents s'appuient sur un témoignage très spécifique, celui du vétéran Jim Webb. Le profil de Jim Webb est fascinant. Il n'est pas du tout un militant pacifiste de gauche ou quoi que ce soit. Il est issu d'une lignée qui a combattu dans chaque guerre américaine depuis la guerre de la conquête au XVIIIe siècle. Une vraie lignée militaire, hein. Voilà. Et en 2004, il quitte carrément l'université de Penn State pour s'engager comme marine en Irak. Pas par adhésion idéologique à la guerre, mais par pur sens du devoir. Et ce que son témoignage apporte, c'est la réalité du terrain. Il décrit une confusion totale des troupes. Aucune justification stratégique ne leur est donnée. C'est pour ça que l'anecdote du Millennium Challenge résonne tant pour lui. Le fait que le Pentagone ait refusé de voir la réalité d'une guerre asymétrique. Mais le cœur de l'argument de Webb, et c'est ce que souligne l'expertise des documents, c'est sur l'éthique militaire américaine. La décence. Voilà. Il défend une tradition basée sur la décence. Il donne l'exemple des prisonniers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui fuyaient vers les lignes américaines pour se rendre. Parce qu'il savait qu'ils y seraient bien traités. En Irak, l'armée américaine interdisait d'utiliser des mitrailleuses lourdes de calibre 50 en milieu urbain pour protéger les civils, quitte à mettre en danger ses propres soldats. Et c'est pour ça que les tactiques israéliennes à Gaza et au Liban suscitent chez lui un tel dégoût. Exactement. Webb juge intolérable, selon les notes, que des politiciens américains affirment qu'Israël serait plus moral que l'armée américaine. Pour lui, c'est une insulte. Une insulte à l'héritage militaire américain. Et le témoignage de Webb se termine par une mise en garde géopolitique implacable. L'effet domino.
Ouais, un enlisement en Iran obligerait les États-Unis à dégarnir le Pacifique. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon. Ce qui risquerait de provoquer l'abandon du dollar comme monnaie de réserve mondiale, et donc l'effondrement de l'Empire américain, rien que ça. Rien que ça. Si on essaie de synthétiser un peu tout ce voyage à travers ces sources, l'enseignement principal pour quiconque écoute, c'est que la politique étrangère n'est jamais vraiment étrangère. Ces coûts se payent directement à la maison. Exactement. Ça se paie en infrastructures nationales délabrées, en liberté civile érodée, on pense aux citoyens arrêtés pour un mème, et bien sûr en vie humaine. Ce qui soulève une réflexion finale vraiment provocatrice, je trouve. Je t'écoute. Le texte insiste sur le fait que le véritable pouvoir de l'Amérique, c'était sa décence morale. Si on remplace ça par de la brutalité militaire et des manipulations diplomatiques, la question n'est plus de savoir si une armée peut gagner la guerre physique. Mais si elle peut survivre à sa propre victoire. C'est ça. Est-ce qu'une superpuissance peut survivre tout en perdant son âme? Une armée invaincue peut-elle protéger un empire qui a déjà détruit de l'intérieur ce qui le rendait légitime aux yeux du monde? C'est une question vertigineuse, et honnêtement, c'est vraiment à méditer. C'est sur cette pensée qu'on va clore notre session. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des sources. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça. C'est toujours une expérience intellectuelle hyper stimulante. À très bientôt pour une prochaine discussion. Au revoir.